Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le briefing des marchés du mercredi 22 décembre 2021, Trading University Center. Michael Besson, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Comme j'aime d'habitude, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Alors, avant de pouvoir parler sur la partie des crypto-monnaies, j'aimerais tout d'abord faire un petit retour global sur les bourses européennes dans l'ensemble. Les bourses reprennent un peu de couleur, comme je vous le disais, notamment hier, ça ressemblait surtout à une turbulence qu'on a eue notamment lundi. On a eu quelques inquiétudes, notamment sur le fameux variant Omicron, que ce soit sur le plan d'investissement de Joe Biden. Bref, en tout cas, il y a eu quelques craintes, ça a créé, je dirais, un trou d'air sur les marchés, mais globalement en Europe, comme je vous l'avais évoqué, les gaps ont été comblés hier, que ce soit sur l'indice parisien, le CAC 40, mais également le DAX allemand. Lundi, Wall Street, effectivement, a dévissé un petit peu, pénalisé, donc, comme je vous le disais, à des inquiétudes liées au variant Omicron et le risque aussi d'un échec, notamment au Sénat américain, du plan de 2000 milliards de dollars de Joe Biden. Donc, le risque de voir ce plan d'investissement du président qui serait peut-être rejeté après la décision dimanche donc du sénateur démocrate de ne pas apporter son soutien au projet, mais également sur, voilà, ça pèse particulièrement sur le moral des investisseurs. Il y a aussi un autre point, comme je vous l'avais évoqué hier, Goldman Sachs qui a abaissé ses prévisions trimestrielles de croissance économique aux États-Unis pour 2022, estimant donc que le projet de réforme sociale est désormais en enjeu, quelques sources d'inquiétude. Bon, rien de bien nouveau, que les choses que l'on connaissait déjà, si ce n'est effectivement le plan d'investissement de Joe Biden qui bat de l'aile finalement. Depuis hier, ça repart. Je pense que les marchés devraient quand même terminer sur ce fameux rallye qui est quand même terminé l'année sur une très bonne note. On a passé une année exceptionnelle au niveau des marchés financiers. En tout cas, en Europe, hier, c'est reparti à la hausse. On est venu combler les gaps, comme vous l'avez évoqué, après avoir été pénalisé justement lundi par les incertitudes, j'irai sur le rythme de la croissance pardon, économique face à la propagation du variant. D'autre part, l'augmentation bien sûr des cas de Covid dans le monde, l'entrée en confinement, notamment dans un pays comme les Pays-Bas. Boris Johnson et notamment l'Angleterre n'a pas mis en place ces restrictions, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. D'autres points sur la stratégie que pourraient aussi adopter d'autres pays qui pourraient effectivement ralentir la propagation rapide du variant Omicron, eh bien ça menait tous ces éléments qu'on va amener effectivement les investisseurs plutôt à se désengager pour le moment sur le marché action, sur des actions en tout cas, on va dire des valeurs technologiques. Globalement, je pense qu'on a fait un creux, un léger creux de marché lundi, donc avant-hier à court terme. Je pense qu'on pourrait quand même aller chercher 2, 3, voire 4% pour terminer la semaine, voire l'année en beauté. Mais on devrait surtout maintenant un petit peu consolider sur les gros ranges, ou même dans un triangle qu'on verra bien sûr sur la partie technique, notamment sur l'un des actifs qu'on verra dans le programme du jour, le Dow Jones, l'USA30 sur la plateforme, qui consolide un petit peu, qui reprend un peu de hauteur. Et voilà, on est toujours dans l'attente d'un prochain catalyseur. Je vois aussi quelques achats à mon compte sur des valeurs un peu délaissées, notamment les small et les mid caps. Vous avez parlé également des valeurs cycliques qui ont été un petit peu pénalisées, des valeurs du RCD. Mais je pense surtout que les investisseurs ont procédé à des habillages de portefeuille. N'oublions pas que la performance sur l'indice parisien, donc le CAC 40, a été excellente cette année puisque le CAC 40 affiche une hausse de plus de 25%. Le CAC 40, on abordera juste après aussi sur la partie technique. Une belle ascension on a eu cette année, donc il est légitime qu'on assiste à une petite phase de neutralité, de stabilisation pour repartir de nouveau, en tout cas dans l'attente de nouveaux catalyseurs. Alors, je voulais vous parler aujourd'hui de la partie des crypto-monnaies sur la partie macro. Ici, c'est un graphique qui représente un petit peu les meilleures crypto-monnaies par capitalisation boursière. Donc, comme vous pouvez le constater, les champions de demain que vous avez 2013, 2014 jusqu'à 2021 ne sont pas forcément les champions d'aujourd'hui ne seront pas les champions de demain, pardon. Donc, en tout cas, pour l'instant, effectivement, la reine aujourd'hui des crypto-monnaies, c'est toujours bien sûr le précurseur, c'est le Bitcoin, qui est toujours resté en tête numéro 1 depuis
depuis le podium, hein, sur le podium depuis 2013. Effectivement, une capitalisation boursière maintenant qui atteint plus de 1000 milliards de dollars. Mais si on prend un petit peu les premières cryptos, notamment l'arrivée en 2013, vous voyez bien ici que dans le top 10, ben, on n'en retrouve que deux, à savoir le Bitcoin, bien sûr, et le fameux Ripple. Effectivement, ça reste quand même une crypto assez importante, même si les performances sur le Ripple ont été limitées, comme vous le savez, il y a quelques mois maintenant, à cause de son procès, notamment avec la SEC. Donc les investisseurs attendent un dénouement, espèrent que la bataille judiciaire prendra fin en 2022, et si effectivement Ripple gagne ce procès, bah, ça pourrait quand même propulser, je pense, cette crypto-monnaie dans le top 3. Et surtout, ça serait l'une des premières crypto-monnaies à être régulée par le gendarme boursier. En tout cas, ça, c'est la petite parenthèse. Maintenant, grosse évolution quand même en l'espace de 8 ans quasiment sur le secteur des crypto-monnaies. Certes, on retrouve toujours quand même le Bitcoin, l'Ether. Cette année, les petites nouvelles qui sont arrivées en évidence, donc les altcoins qui prennent de plus en plus de parts de marché. Tu es sur voilà, des coins qui voilà, qui n'ont pas été l'une des plus performantes. Je pense que la crypto-monnaie qui prend plus de 10 000%, notamment, elle revient de très loin actuellement dans le top 5. En début d'année, c'est la crypto Solana. La crypto Solana valait 1 ou 3 dollars aujourd'hui, elle est tout simplement à 180 dollars. Donc c'est l'une des plus belles performances de 2021, hein, puisqu'elle a fait quasiment voilà, 10 000%, comme je vous l'avais dit. Donc la blockchain, c'est un écosystème extrêmement intéressant. On a également le Cardano derrière, je trouve, qu'on a eu une très belle percée, notamment le Cardano. Vous avez également Avax, Luna, effectivement, ça reste en fait actuellement, ici, c'est tous les bitcoins qui superforment le marché très clairement. On voit la chute qu'on a eu récemment. Le Bitcoin, lui, a retracé de 61,8%, alors que l'Ether n'a retracé que de 38,2% sur la deuxième vague de hausse. Et donc, certains estiment que dans quelques années, on pourrait avoir un Ether qui pourrait battre le BTC et viendrait donc détrôner le Bitcoin. Pour l'instant, bon, il y a quand même un peu de chemin à parcourir, étant donné que la capitalisation boursière de l'Ether pardon, est d'environ, si je dis pas de bêtises, à environ 500 milliards de dollars. Voilà, il faudrait que l'Ether double très rapidement sa capitalisation pour passer devant le BTC. En tout cas, ici, vous avez vraiment de très très belles pépites de 2021. Je trouve que voilà, ça reste Luna, ça reste Avax. Pareil, hein, ça valait il y a quelques mois 10 dollars sur le creux qu'on a eu, et aujourd'hui, bah, ça superforme très clairement. Le marché est valorisé à 110 dollars pour Avax. Luna aussi, bah, pareil, un très très belle percée. On a eu un graphique qui montre l'évolution des crypto-monnaies, mais aussi comme les marchés traditionnels, on peut avoir effectivement des rotations sectorielles. Ici, on a eu des rotations au niveau des crypto-monnaies, des blockchains, de la technologie apportée. Et globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que, comme je vous le disais en introduction, les champions d'aujourd'hui ne sont pas forcément les champions de demain, car effectivement, si on regarde entre 2013 et 2015, on retrouve aucune crypto-monnaie. Voilà, maintenant dans le top 10, on avait bien sûr le Dogecoin qui a eu une petite percée. C'est une crypto-monnaie qui est très suivie par notamment le fameux Elon Musk, le président de Tesla. Voilà, donc le Dogecoin dans le top 10 cette année, avec le Shiba Coin aussi. Donc bon, on a eu le Dogecoin, le Shiba Coin. Donc on a surtout des communautés qui poussent de plus en plus à la spéculation des fameux altcoins sur des niveaux de valorisation très élevés. Voilà, mais tôt ou tard, je pense que le marché reviendra un petit peu plus à la réalité. Je trouve que en cette fin d'année, on a eu un petit, voilà, globalement, on a eu des crypto-monnaies qui ont pris place sur le podium, qui sont des blockchains d'avenir très pertinentes, des technologies innovantes, des écosystèmes très bien placés qui pourraient donc afficher de très belles performances sûrement pour les prochains mois et les prochaines années. Un autre point, une autre graphique que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est tout simplement la performance donc, de l'indice de référence financière mondiale qui est le S&P 500 en fonction des élections présidentielles. Donc généralement, la performance annuelle du S&P 500 durant les élections présidentielles et les élections de mi-mandat est inférieure lorsqu'il n'y a absolument pas d'événement politique. Et donc les investisseurs doivent
s'attendre à des rendements, encore une fois, bien sûr, ça reste tout ça des probabilités, des statistiques. Globalement, on a quand même un échantillon important puisque c'est, je dirais, backtesté, hein, ce sont des tests depuis 1950 jusqu'à 2021. Mais les investisseurs, effectivement, doivent s'attendre à des rendements inférieurs à la moyenne pour les actions américaines l'année prochaine parce que, effectivement, l'année 2022 est une année demi-mandat. Et si vous avez un peu, si vous voyez un peu la performance moyenne lors des élections présidentielles demi-mandat, lorsqu'il n'y a pas d'élection, on voit les autres années, on constate très clairement que lorsqu'il y a des élections de mandat, eh bien, le S&P 500 affiche une performance tout à fait correcte, mais bien en dessous de la moyenne, hein, et bien en dessous des autres années, lorsqu'il n'y a aucun événement politique ni d'élection. En parallèle, n'oublions pas, comme vous l'avez évoqué lors des précédents webinaires, il peut avoir donc ce qui a été confirmé par la Réserve fédérale américaine, qui peut avoir entre 2 à 3 hausses de taux l'année prochaine, donc 2022. Si l'inflation est forte, bien sûr, ça peut pénaliser certains rendements d'actions, certaines bien sûr d'actions d'entreprise, pardon. En tout cas, enfin pour cette fin d'année 2021, les grandes banques publient leurs prévisions pour 2022. Je vous avais parlé hier de Goldman Sachs. Donc il y a Goldman Sachs et le Crédit Suisse qui tablent sur un S&P 500 à plus de 5100 points pour fin 2022. Donc ça ferait une hausse d'à peu plus de 500 points par rapport au cours actuel. Ça serait, on est à peu près 500-600 points par rapport au cours actuel. Ça serait à peu près aux alentours de 11%. En tout cas, une performance qui pourrait ne pas être aussi fulgurante qu'en 2021, mais à mon avis, ce serait aussi intéressant de la superviser et de l'intégrer dans vos portefeuilles pour travailler dessus. La même chose pour le CAC 40, le Dow Jones, et cette année aussi affiche une performance de plus de 14%. Le CAC 40 affiche plus de 25%, comme je l'avais évoqué juste avant. On a quand même une surperformance de l'indice français, mais l'année prochaine, comme je vous le disais, s'annonce peut-être un peu moins fulgurant, mais on pourrait avoir de très belles opportunités parce que bon, on peut avoir effectivement toujours une inflation galopante. Ça pourrait être le point noir, je dirais, que les banques centrales commencent doucement à se retirer du marché, à mettre un tour de vis un peu plus sévère et à durcir un petit peu le ton, sur leur politique monétaire, parce que les marchés restent quand même évoluent en tandem avec les liquidités et les banquiers centraux. Donc, si ces derniers se retirent un peu trop rapidement, forcément les marchés risquent d'avoir des périodes de respiration, des périodes où on peut avoir des phases où l'orage pourrait passer. Donc, ça ne pourrait pas forcément apprécier cette démarche et pourrait le faire savoir aux banques centrales. Au niveau du calendrier économique aujourd'hui, donc le mercredi 22 décembre, vous avez deux événements majeurs. Ce sont bien sûr les PIB trimestriels et annuels, que ce soit en Angleterre et surtout aux États-Unis. La confiance des consommateurs, donc la fameuse conférence board, je vous en avais parlé notamment lundi. Les stocks de pétrole comme chaque mercredi qui seront publiés à 16h30, les ventes de logements existants, ça aussi. Bien évidemment, les résultats que vous avez, donc vous avez les prévisions des économistes. Si les résultats sont en deçà des économistes, forcément, ça peut impacter bien évidemment la devise concernée. On passe au programme du jour. Alors au niveau du programme de ce mercredi 22 décembre 2021, vous avez l'action Netflix, le Dow Jones, donc l'USA 30. Vous avez effectivement aussi le Bitcoin et le CAC 40. On passe sans trop tarder sur l'action Netflix. Alors Netflix qui effectivement a eu un parcours, je dirais, remarquable, notamment l'automne dernier, les actions donc, du géant streaming, Netflix, qui montre, je dirais, maintenant des signes de faiblesse qui sous-performent un petit peu toutes les autres sociétés technologiques dans l'environnement d'aversion au risque. Donc, comme je vous le disais, donc aujourd'hui, c'est une action, c'est une mastodonte de divertissement qui a vu son action chuter de près de 12% si je ne me trompe pas au cours du mois dernier, des pertes presque doubles de celles de Google ou même de Facebook. Par exemple, elle a atteint un record de 700$ ou 701$ le 17 novembre, qui a clôturé notamment à 793
qui a perdu. Attendez, on va regarder ensemble la configuration graphique sur Netflix pour en savoir un petit peu plus. Effectivement, là, vous avez le graphique hebdomadaire sur Netflix. Donc là, effectivement, on a eu une chute donc, au 17 novembre. Ouais, on était à peu près, je vais vous dire ça tout de suite, on a eu effectivement un rebond ici, puis une chute, voilà, cette période-là, c'est descendu aux alentours des 593 $, soit environ 15%. Donc, il y a eu une forte dégringolade en fin d'année qui coïncide bien sûr avec la diminution de l'appétit des investissements pour les valeurs technologiques à forte croissance, que la Réserve fédérale, comme je vous l'avais évoqué, commence à retirer donc une partie de ces mesures de relance monétaire, donc dans l'intention pour 2022 de relever ses taux. Cette faiblesse, donc, qui pourrait se poursuivre jusqu'en 2022, offre des bons points d'entrée, en tout cas selon moi, pour des investisseurs qui désirent acheter le meilleur titre aujourd'hui de divertissement en streaming à un prix plus avantageux. En tout cas, derrière cet optimisme, on voit quand même des preuves évidentes que l'action Netflix se comporte bien mieux que les autres grandes sociétés de médias dans la guerre actuelle de streaming. Il y a effectivement la concurrence, le Walt Disney, enfin Disney qui est considéré comme le plus proche rival de Netflix, qui possède lui aussi un immense empire de divertissement, comprenant bien sûr des parcs, vous les connaissez, les croisières, et maintenant son service de streaming Disney a récemment, donc en tant que concurrence, a récemment lancé une capitalisation boursière de 264 milliards de dollars, après que elle, de son côté, ait perdu plus de 20% de leur valeur en 2021, alors que Netflix a perdu à peu près, aujourd'hui, on est aux alentours des 15%, 263 milliards pour Netflix. Il y a quand même une forte croissance concernant cette action. Elle est en passe de dépenser plus de 17 milliards de dollars de contenu original cette année, soit un bond à peu près de 40% par rapport à l'année prochaine. Je voudrais vous montrer également comment dirais-je, une configuration assez intéressante que vous pouvez bien sûr voir notamment sur le site d'investing.com. Là, vous avez tout simplement l'expansion des marges de la société, son incursion sur de nouveaux marchés, notamment tout ce qui est jeux vidéo, Netflix. Là, vous avez effectivement 44 analystes qui ont été interrogés par investing.com et la majorité a attribué Netflix la note de outperform. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une performance au-delà des estimations. Donc aujourd'hui, les estimations moyennes visent un potentiel de plus de 14% du titre par rapport au prix actuel. Vous avez des analystes, notamment de JP Morgan, qui ont un objectif de prix pour l'action Netflix de 750 $, voire plus de hausse pour l'action parce que c'est une portée mondiale extrêmement importante qui continue à s'étendre. Voilà, donc est-ce qu'il faut acheter les actions Netflix? En tout cas, tout nous porte à dire que oui. Tout nous porte à dire que oui. Techniquement, on est sur des gros niveaux haussiers. Vous avez ici ce qu'on appelle une divergence haussière. Donc, une divergence haussière, quand vous avez l'indicateur ici RSI qui monte et que vous avez les prix qui sont de plus en plus bas, généralement, on suit l'indicateur et on voit effectivement un rebond, notamment sur la partie journalière, que Netflix pourrait repartir de plus haut. Il pourrait aller chercher les 629 $, voire les 640 $ sur du court terme. On va regarder ensemble l'analyse et comment dirais-je, les prévisions de trading central qui envisage effectivement un rebond tant qu'on est au-dessus des 597 à 613,56, 617,89. On va passer sans trop tarder donc sur le Dow Jones, l'USA 30, les indices donc de valeur industrielle et aéronautique. Effectivement, donc là vous avez le graphique hebdomadaire. Donc à droite, c'est ce que je vous ai dit. Donc on voit effectivement qu'on reste toujours dans une forte accélération sur l'USA 30. Tout est porté par notamment je dirais ce canal que je vais vous tracer tout de suite, un canal haussier. Là, hop. Donc, si on reporte cela, vous avez effectivement un canal haussier, tout simplement. Depuis, vous voyez, on a eu un pic ici, creux, pic, creux, pic, creux. Et là, on pourrait effectivement aller rechercher de nouveau, voire peut-être
assister donc à ce fameux rallye de Noël, rallye de fin d'année, et aller chercher cette résistance oblique aux alentours des 36 717. Ça pourrait effectivement afficher un range pendant quelques périodes, ou tout simplement assister donc à ce fameux rallye, ou voilà, ou consolider pendant quelques séances. En tout cas, on est au-dessus de la moyenne mobile 50 périodes. La Tenkan, donc vous voyez ici l'indicateur Tenkan et Kijun qui porte le prix à la hausse, qui continue à propulser l'indice américain donc de valeur industrielle de plus en plus vers le haut. Vous avez ici la Greenspan qui n'est pas bloquée pour le moment. On voit que, vous voyez que ça s'est reporté 26 périodes en amont. On voit qu'il y a eu un impact ici et c'est reparti à la hausse. En tout cas, en hebdomadaire, on est reparti à la hausse. Voilà, donc là, vous avez effectivement là le graphique journalier. On n'a pas plus de nouvelles au niveau journalier que hebdomadaire. On est effectivement dans une forte tendance haussière. On va regarder ensemble ce que préconisent les analystes trading central sur l'USA 30 notamment. Vous avez reçu pour ce matin, donc à 7h16, la dernière analyse a été faite. Objectif sur du court terme, puisque l'analyse est faite en 30 minutes, c'est d'aller chercher les 35 470, voire 35 700, tant qu'on est au-dessus des 35 150. En revanche, si on casserait les 35 150 sur du court terme, on pourrait avoir des petits replis pour aller chercher donc les 34 930, voire les 34 550. On passe sur le Bitcoin, celui que je vous avais évoqué juste avant. Effectivement, le Bitcoin affiche quand même une très très forte accélération. Je vais vous montrer sur la partie graphique. Alors, attendez voir, je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, le Bitcoin. Alors, je vous avais parlé la dernière fois de cette fameuse fourchette d'Andrews. Je vais vous mettre même... Alors, attendez, je vais vous mettre même... Là, vous êtes en mensuel, je vais vous mettre en hebdomadaire. Hop, voilà. Cette fameuse, effectivement, fourchette d'Andrews qui est ici. Hop, je vais vous mettre ici un graphique avec blanc. Hop, donc là, la fourchette d'Andrews, donc on prend le point le plus bas de la période de mars 2020. On voit une propulsion extrêmement importante sur le Bitcoin. Là, vous avez effectivement la fourchette. Et vous voyez que, comme quoi, la partie technique est quand même chirurgicale. Vous voyez que là, ça a été touché. Et là, on repart pile dessus. Le Bitcoin peut encore donner et assister donc à ce fameux rallye de fin d'année. Et on pourrait accélérer et avoir le Bitcoin pour aller chercher les 55 312. En tout cas, si ça casse en niveau hebdomadaire cette zone, vous voyez qu'ici en orange, ce qu'on appelle la Tenkan-sen, ça pourrait donner une accélération sur le Bitcoin. Alors attention, vous êtes sur la moyenne mobile 50 périodes, c'est celle que vous avez ici en rouge. La moyenne mobile, si on passe au-dessus de la moyenne mobile et qu'on passerait au-dessus de la Tenkan-sen ici en orange, on pourrait avoir un prix qui pourrait aller chercher donc les 55 430. Ça serait le niveau que vous avez ici au niveau hebdomadaire. Bon, alors ça c'est plutôt en journalier. Alors pardon, là c'est en hebdomadaire. Je vais vous mettre en journalier. Ce qui est intéressant aussi, c'est le point que vous avez ici, c'est les niveaux de support. Et la semaine du 29 novembre, c'était le week-end notamment de cette période-là, où le Bitcoin a tout simplement accéléré de nouveau et pourrait aller chercher de nouveau. Tant qu'on est au-dessus de cette zone de support, on reste à l'achat sur le Bitcoin. En journalier, on est un petit peu en dessous de la Tenkan-sen. Donc si on passerait au-dessus, ça pourrait bloquer aux alentours des 50 690. Si ça passe au-dessus de 50 690 sur du court terme, on pourrait aller chercher la moyenne mobile ici et aller chercher beaucoup plus haut. En tout cas, pour l'instant, les marchés sont plutôt haussiers. On va regarder ensemble ce que préconisent les analystes trading central. Donc effectivement, ils sont plutôt à l'achat, notamment sur le Bitcoin, tant qu'on est au-dessus des 47 900. D'ailleurs, c'est un actif que vous avez dû recevoir sur la séance européenne avec des objectifs 50 830, 51 700. Enfin, pour terminer, nous allons passer donc sur le fameux indice parisien qui a performé cette année, qui simplement a donné des records quasiment, puisqu'on a fait plus de 25% sur l'indice parisien. Effectivement, on pourrait encore avoir peut-être une phase de respiration avant de pouvoir de nouveau accélérer. On attend toujours le prochain catalyseur. Il n'y a pas énormément d'indicateurs pour le moment au niveau des fondamentaux pour avoir une nouvelle accélération. En tout cas, l'année a été exceptionnelle. On pourrait encore aller chercher cette zone de résistance ici aux alentours des 7130, voire les 7180. Tout nous porte à dire, vous voyez qu'ici, vous avez la
Tenkan-sen qui fait tout simplement office de support, hein. Regardez là la semaine, donc là je suis sur une unité de temps hebdomadaire. Tout simplement, on est la semaine du 29 novembre a fait de nouveau propulser le CAC 40 à la hausse. Tant qu'on est au-dessus des 6720 d'une manière hebdomadaire, donc sur du moyen terme, le marché peut toujours rester dans une phase de hausse. Mais effectivement, si on passerait en dessous, on pourrait aller chercher la moyenne mobile 50 période à 6500. Mais pour le moment, c'est pas du tout le contexte actuel. Même si on a quelques zones de divergence ici, vous voyez que vous avez effectivement une zone de divergence là entre l'indicateur et le prix ici, puisque les pics sont de plus en plus hauts et alors que les prix de l'indicateur sont de plus en plus bas. Mais effectivement, on pourrait toujours avoir une zone de résistance ici. Ce qui serait intéressant, c'est de vendre aux alentours des 7130, mais toujours de rester à l'achat sur cet actif. On va regarder ensemble ce que préconisent les analystes Trading Central, qui restent, comme je vous le disais, toujours à l'achat à 7016 et à 7050 pour objectif court terme, puisque c'est une analyse qui est faite pour aujourd'hui à 8h04, tant qu'on est au-dessus des 6876, mais en revanche, si on passerait en dessous, les 6835, 6802, je vous avais parlé effectivement de ce fameux gap que vous voyez ici, qui a été comblé, hein, comme je vous l'avais évoqué, en introduction. Voilà pour ce mercredi 22 décembre 2021. J'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à demain pour un nouveau briefing de marché. Excellente journée à tous.